Passons un cran supplémentaire vers la technologie, robotisation des agroéquipements. Donc là aussi, si j'ai bien compris, c'est une présentation à deux voix. Gilles Rabatel et Hervé Turchi. Bonjour, donc je suis Gilles Rabatel, chercheur à IRSTEA. IRSTEA qui veut dire Institut de recherche pour les sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Alors certains d'entre vous peut-être connaissent l'institution sous un autre nom qui était le nom CEMAGREF il y a quelques années. CEMAGREF, Centre d'études du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts. Le changement de nom n'est pas tout à fait anodin. Hervé Turchi et moi-même allons parler de robotique des agroéquipements. Je commencerai par une introduction un petit peu historique aussi, et par la présentation d'un projet européen. Et ensuite, je lui passerai la parole pour un projet de robotisation de la manipulation des plantules. Donc, l'historique, la robotique des agroéquipements, finalement, c'est une histoire qui remonte à une trentaine d'années, mais qui n'a pas été complètement linéaire. En fait, dans les années 80, les instituts de recherche étaient encore dans une logique d'accroissement de la productivité à travers le machinisme agricole. Et à ce moment-là est arrivée une nouvelle offre technologique avec les microprocesseurs, les caméras, etc. Ce qui fait que plusieurs laboratoires dans le monde se sont investis dans de la robotique, et notamment de la robotique de cueillette. Donc il y a eu des universités aux États-Unis, au Japon, en Israël, et le CEMAGREF de Montpellier, ce qui explique un petit peu ma présence ici aujourd'hui. Dans les années 90, on a eu un revirement assez spectaculaire au niveau institutionnel. En fait, les institutions ont commencé à tenir compte du fait que l'augmentation de la productivité, c'était plus forcément l'objectif, étant donné qu'on arrivait à des problèmes de surproduction. On avait largement dépassé les objectifs initiaux d'autosuffisance agroalimentaire. Et puis, par contre, on a commencé à prendre conscience de l'impact négatif de l'agriculture dite traditionnelle sur l'environnement. Donc on a commencé à parler de désherbage localisé, d'agriculture de précision à cette époque, et de moins en moins de robotique agricole. Depuis 2010, à nouveau des changements. En fait, il y a eu un retour des grands projets européens en robotique agricole, dont on ne pouvait plus parler les années précédentes. Et puis également un autre phénomène qui est l'apparition des problématiques de génotypage et phénotypage. Il y a eu un tel progrès dans le génie génétique ces dernières années que les agronomes sont maintenant capables d'avoir une carte génétique des différentes variétés qu'ils veulent sélectionner. Donc, semenciers et agronomes maintenant essayent, à partir directement d'une carte génétique, de sélectionner les variétés qu'ils vont développer. Et pour cela, ils ont besoin de faire la liaison entre les génomes et le comportement des plantes en serre ou au champ, ce qui a donné une explosion des besoins, d'une part en manipulation de plantules et d'autre part en mesure du comportement de ces plantes, croissance, résistance aux maladies, etc. Donc au niveau technique, une chose qui a caractérisé dès le début la robotique agricole, c'est qu'on est en présence d'objets biologiques, c'est-à-dire qu'un objet ne va jamais être complètement identique à celui d'à côté. Ce qui signifie qu'on est obligé d'utiliser des capteurs, donc de la vision artificielle pour l'essentiel, de façon à s'adapter à ces changements d'un individu à l'autre. Alors ça peut paraître banal aujourd'hui, dans les années 80, au niveau de la robotique industrielle, on parlait de robots playback, donc qui étaient des robots qui étaient capables de reproduire à l'infini un mouvement qu'on leur avait appris avec un minimum de capteurs. Donc là, ça constituait déjà un certain défi, on parlait de robots de deuxième génération pour les robots agricoles. En extérieur, on a encore, si on utilise de la vision artificielle, des difficultés supplémentaires, notamment liées au fait que l'éclairage est variable. Alors, pour faire face à ces problèmes, à l'époque, on cherchait des solutions simplificatrices. Je donne un exemple ici. Pour atteindre un fruit sur un arbre sans rencontrer d'obstacle, le meilleur moyen, c'était d'utiliser la ligne de visée qui avait servi à le voir, parce que si on voit le fruit, ça veut dire qu'on peut l'atteindre directement. Bon, aujourd'hui, on peut se permettre, avec la puissance de calcul qui a été multipliée par un facteur impressionnant, des choses beaucoup plus sophistiquées. Par exemple, appréhender la vision de la scène en 3 dimensions, mettre des caméras au bout du bras, contourner les obstacles, etc. Donc quelques exemples, je commence par les exemples les plus anciens au CEMAGREF. On voit ici un premier robot de cueillette des pommes qui a été développé avec le CEMAGREF et le LAM,
donc qui est l'ancêtre du LIRM, Laboratoire d'informatique et de robotique de Montpellier. Et puis la société Pelin, qui est un équipementier agricole du Vaucluse, entreprise qui a fait beaucoup de chemin aujourd'hui. Le deuxième exemple, ça a été son petit frère sur les oranges. Donc là, vous pouvez voir qu'on ne s'occupe pas de la manutention des fruits, mais uniquement des deux problèmes qui sont la vision et l'arrachage, qui était déjà, enfin la cueillette du fruit sur l'arbre, qui étaient déjà des problèmes très compliqués. Si vous regardez bien, vous pouvez voir des petits coups de flash. En fait, ces flashs permettaient de s'affranchir de l'éclairage naturel. Un autre projet de récolte un peu plus récent, donc récolte des fraises aux États-Unis. Et puis, aujourd'hui, je parlais du projet CROPS, projet européen CROPS. Ici, un exemple développé dans le cadre de ce projet qui concerne la récolte des poivrons. Alors, des exemples en désherbage localisé. J'ai mis en haut à gauche le projet Patchwork, qui est encore un projet développé en collaboration avec le LIRM. Alors, 3 éléments originaux sur ce robot. C'est qu'en fait, c'est pas un robot, c'est une machine tractée. C'était très important pour des questions de politique et de financement de projet. Le deuxième point important, c'est qu'il utilise un bras parallèle, extrêmement léger et rapide, parce que toutes les parties lourdes, c'est-à-dire les moteurs, sont uniquement sur les parties fixes. Troisième point, c'est la façon de désherber avec de la haute tension sur une petite électrode qu'on met sur les plantules. Alors évidemment, ça fonctionne pour des mauvaises herbes assez petites, et une fois qu'elles sont un peu grandies, c'est trop tard. Au milieu, un autre exemple de robot de désherbage basé sur du guidage vision, qui est développé par une entreprise anglaise. Et à droite, plus récent, le petit robot binaire autonome de Naïo Technologies, qui est donc une entreprise de robotique agricole située à Toulouse. Quelques autres exemples donc de robotique. Alors le robot de traite, ça a aussi une vieille histoire, c'est des produits qui sont commercialisés aujourd'hui par plusieurs entreprises. Donc le robot, son objectif, c'est d'atteindre automatiquement lui-même les trayons de chaque vache. Là encore, c'est une vieille histoire. Il y a eu un premier prototype qui a été présenté en 89 au Salon de machinisme agricole, qui avait été développé par le Sémagreffe d'Antony en région parisienne. Au milieu en bas, la Phénomobile, qui est donc un robot mobile destiné à faire de la mesure pour le phénotypage en grande culture, donc qui a été développé par l'INRA d'Avignon et Arvalis, en coopération avec une entreprise de robotique de Clermont-Ferrand, et ceci dans le cadre d'un projet investissement d'avenir, un gros projet qui s'appelle Phénome. J'ai mis en bas à droite un autre type de robotique mobile développé à IRSTEA à Clermont-Ferrand, qui est en fait une espèce de plateforme suiveuse qui sert d'aide à la manutention pour des tâches agricoles diverses, d'où son nom Bodérobe. Alors, j'en viens maintenant à la description du projet RHEA, donc qui est un projet du 7e PCRD, qui réunissait 15 partenaires coordonnés par des Espagnols. Donc l'objectif de ce projet, c'est le désherbage localisé, avec un scénario en 2 étapes. Dans un premier temps, à partir de drones, on fait une acquisition d'images aériennes des parcelles à traiter, du blé ou du maïs, et on va détecter par traitement d'images les zones à désherber. Ensuite, on envoie des engins autonomes sur cette parcelle pour effectuer le traitement. Bon, ensuite, c'est quelques heures après ou le lendemain. Donc, ce projet, avec beaucoup de partenaires, a donné lieu à beaucoup de développement technique, des petits modules. Au niveau de l'aérien, il y avait déjà le problème de réaliser une image visible plus proche infrarouge très haute résolution. Donc, le proche infrarouge permet de détecter la végétation de manière beaucoup plus robuste que la simple vision couleur. Et ensuite, la détection des rangs et des zones infestées par des adventices. Au niveau du sol, beaucoup de tâches, on va dire, roboticiennes, donc déjà optimisation de la répartition des tâches quand on a plusieurs engins qui se promènent dans la parcelle, coordination en temps réel de ces engins, guidage automatique pour la détection des rangs, sauf pour le blé, et détection d'obstacles, c'est un élément très très important aussi si on veut faire des robots autonomes en extérieur. Et enfin, le désherbage localisé lui-même, avec plusieurs techniques explorées, chimiques, mécaniques ou thermiques, selon les cultures considérées. Donc, pour l'acquisition des images aériennes, nous avons développé un système à base de 2 appareils photo, dont un modifié pour faire de l'infrarouge. Là, le problème essentiel était d'apparier correctement
ces deux images pour faire une image unique, très très précise, et permettant donc de détecter facilement la végétation, quelles que soient les conditions de luminosité. Après, il y a évidemment la tâche de mosaïquage, c'est-à-dire d'assemblage des différentes photos prises par les drones, pour avoir une seule carte géoréférencée, c'est-à-dire qu'en chaque point de la carte, on sait où on est, point de vue latitude, longitude. Pour aider au géoréférencement, on a utilisé des cibles détectées automatiquement au sol. Vient ensuite, à partir de cette image géoréférencée, le traitement pour déterminer les zones infestées. Donc la première étape, c'est la séparation entre végétation et sol. Une fois que ça c'est fait, on peut détecter les zones de végétation qui sont alignées, donc détecter les rangs, et à partir de là, toute végétation qui n'est pas sur ces rangs est considérée comme mauvaise herbe, ce qui permet de définir des zones. Alors, bon, c'est une approche qui est maintenant assez classique, mais dans le blé, ça nécessitait comme l'interrang est très très faible, il est de 15 cm, ça nécessitait une précision dans l'imagerie qui n'avait pas encore été atteinte à ce niveau-là en multispectral. Une fois qu'on a fait cette détection, on crée une carte de préconisation avec différents dosages possibles d'herbicides selon le degré d'infestation. Au niveau du désherbage, bon, il y avait des techniques assez classiques de désherbage chimique sur le blé, sauf qu'évidemment donc, le désherbage est localisé et variable suivant la position dans le champ. Il y a eu aussi le développement de techniques localisées sur des vergers, de façon à ne pas envoyer de l'herbicide là où il y a un trou de végétation, par exemple un arbre manquant, des choses comme ça, ce qui permet d'avoir un gain aussi très important au niveau du produit. D'autres techniques ont aussi été mises en place, le désherbage mécanique et le désherbage thermique. Alors le désherbage thermique, vous avez un exemple en bas à droite, ça consiste à brûler avec du gaz. Alors c'est un produit qui existe déjà, qui se vend en jardinerie, mais en fait c'est des partenaires italiens qui ont montré que c'était utilisable sur le maïs, qui résiste très bien au choc thermique, et donc ça permet de faire un désherbage efficace. Autre point que j'illustrerai, c'est le guidage et la détection d'obstacles. Donc, comme je disais, c'est très très important. Alors déjà, il faut guider la machine dans les rangs. Et puis ensuite, c'est très très important, s'il y a quelqu'un qui est dans le champ, que la machine s'arrête. Donc pour ça, on a une caméra vidéo qui assure à la fois la détection des rangs et le tracking d'objets éventuels détectés, doublé par un système à laser placé devant, avec une boucle de sécurité beaucoup plus courte pour assurer la fiabilité du système. Donc j'en arrive à la conclusion. Donc comme on a pu le voir sur ce projet, en fait il y a de nombreuses avancées techniques dans différents domaines, et on a fait ce qu'on appelle une valorisation modulaire, c'est-à-dire que chacun pour sa partie va essayer de valoriser les travaux qu'il a pu développer dans le cadre de ce projet. Ceci étant, l'objectif c'est quand même la commercialisation d'un système. Donc un tel scénario de désherbage, ça suppose des drones, des robots, des liaisons sans fil, quelque chose d'assez technique, et donc il est difficilement envisageable qu'un producteur s'approprie ce matériel. Donc le schéma d'exploitation, c'est plutôt une société de services itinérante qui se balade avec un gros semi-remorque et tout ce matériel à l'intérieur. Alors, et ça sera ma conclusion, ça amène une réflexion quand même plus générale au niveau de l'évolution de l'agriculture, parce que dans ce cas-là, comme dans d'autres cas, comme ceux qui ont été évoqués par Arvalis, Farmstar, ou les compagnies de services drones qui font de l'aide à la gestion d'intrants azotés, finalement, on aboutit, je pense qu'on va en parler cet après-midi, à des technologies de plus en plus sophistiquées, et donc, finalement, l'agriculteur est de plus en plus tenu de faire appel à des sociétés de services extérieures. Alors, c'est un enjeu sociétal important parce que, d'une part, quelque part, il perd la maîtrise de ce qu'il fait dans son champ, et puis on peut aussi se poser une autre question, c'est que ces données qui vont être acquises de plus en plus par les sociétés de drones, par les instituts techniques, etc., vont permettre d'alimenter des modèles agronomiques de plus en plus performants, grâce à l'historique qui va être accumulé. Ça fait une espèce de big data, et on peut aussi se poser la question de la propriété de ces données entre l'agriculteur et ses institutions ou sociétés de services. Voilà, je vous remercie, je passe la main à Hervé Turki pour la suite. Bonjour, je suis Hervé Turki, le dirigeant de la société Alcy. Alcy a été créée en 2007 par 3 anciens du docteur du laboratoire
de robotique, de microélectronique de Montpellier. Notre idée de départ, c'est d'amener la robotique industrielle sur le traitement des produits hétérogènes. Et bien évidemment, quand on parle de produits hétérogènes, on pense tout de suite à l'industrie agroalimentaire. L'idée, en fait, aussi, c'est de répondre à des contraintes sociétales, donc tout ce qui est TMS, turnover, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans l'industrie agroalimentaire, et normative. Donc, on a un poids constant et qui s'accroît même sur les normes en fait en vigueur dans l'industrie agroalimentaire. Donc la robotique, pour nous, permet de répondre à toutes ces problématiques. Je suis pas le seul, en fait, on n'est pas le seul chez LC à avoir détecté qu'il y avait un gros potentiel au niveau de l'industrie agroalimentaire pour la robotique, puisque le président d'ABB, qui est un grand groupe industriel mondial qui est un petit peu partout dans l'industrie, a dit que l'industrie agroalimentaire est la prochaine frontière pour la robotique, donc agroalimentaire, agri-agro, on va dire. Et tout ça, ça dresse un cadre en fait idéal pour les roboticiens, les intégrateurs en robotique. Mais si on compare à l'industrie de base qui est l'industrie automobile de la robotique, mais il y a une différence fondamentale en fait entre ces deux industries, c'est le produit. Il est à la fois en fait homogène dans l'industrie automobile, il vaut mieux, ce qui permet en fait de faire des tâches répétitives et à haute cadence. Et il est hétérogène dans l'industrie agroalimentaire, et donc là on doit apporter des solutions technologiques nouvelles pour pouvoir traiter cette hétérogénéité du produit. Donc chez LC, on a développé en fait une technologie qui est schématisée très simplement ici, sur une base de logiciel qu'on appelle système expert, qui est l'intelligence en fait artificielle, qui permet en fait à la fois, au travers de systèmes de vision de tout type, de numériser en fait le produit à traiter, de traiter en fait l'image acquise, de modéliser, mais aussi on a une modélisation en fait de l'expertise métier, c'est-à-dire qu'on fait des interviews, on travaille en fait avec les industriels ou des chercheurs sur comment en fait on doit traiter le produit, quels sont les besoins et les contraintes liées à la tâche à réaliser. Et en bout de course, en fait, on génère en fait un vecteur qui est optimisé en termes de temps de cycle et sécurisé au niveau robotique pour pouvoir traiter le produit. Donc là, très simplement, le schéma de ce qu'on développe, et on s'appuie sur tous nos produits sur cette base-là. On a aussi la possibilité d'apporter une téléassistance à distance directement sur la cellule robotisée en cas de pépin ou de redémarrage nécessaire de la machine, ou d'analyse de données, puisque la machine génère des données. En général, on a systématiquement des brevets sur la partie système expert, la partie logiciel, et sur la partie outil, puisque l'outil est intimement lié en fait à la tâche à réaliser et au produit à traiter. Donc là, schématiquement, c'est le système expert, donc ça part de la partie perception, donc tout ce qui est capteur, jusqu'à la partie action. Donc tout ça, c'est un schéma, une modélisation en fait de l'architecture logicielle qu'on a développée. Et on remonte en fait sur toutes les phases de reporting au travers d'une IHM et de fichiers qui sont générés quand on fait des acquisitions par vision de produits. Donc là, je vais parler uniquement de notre axe de développement qui est robotique, dédié exclusivement pour l'industrie agroalimentaire agri-agro. Et donc là, je vais vous présenter en fait une cellule qu'on a développée avec le groupe Limarin. C'est une cellule qui est destinée au génotypage au débit, qu'on a développé dans un premier temps pour les espèces type tomates, colza, piment, laitue et d'autres. Là, on travaille en fait avec Pioneer sur le maïs. Donc on a vendu une solution en fait à Johnston aux USA pour Pioneer, pour traiter le maïs, pour faire du prélèvement en fait de disques foliaires sur le maïs. Donc les génotypages au débit, je pense que tout le monde le sait, c'est un process qui consiste à aller repérer, détecter en fait sur l'ADN en fait des plantules, des marqueurs spécifiques et intéressants en fait pour les semenciers. Donc nous, ce robot permet de faire sauter en fait un goulot d'étranglement qui est le prélèvement en fait de matériel végétal pour pouvoir en fait fournir de l'analyse ADN par ailleurs. Donc je vais lancer le film. Donc, le robot ça. Donc là c'est la machine qui fait l'extraction d'ADN. Une machine assez classique de chez Beckman.
Donc c'est la machine qu'on alimente lorsqu'on fait du prélèvement en fait, de disques foliaires. Donc voilà, typiquement comment ça se présente, ce sont des plaques 96, là en l'occurrence c'est de la tomate. Voilà comment ils faisaient avant, prélèvement manuel de disques de à peu près 6 mm. Disposition des disques dans des boîtes PCR. Donc bien évidemment, il doit assurer la traçabilité entre la plaque 96 et la PCR, par des codes barres ou du RFID, peu importe. Ça on peut facilement le gérer avec un outil robotisé. Donc là, ce que vous allez voir, en fait, c'est une machine qui est installée à la Costière, à côté de Nîmes, chez Villemorin et compagnie. Donc là, c'est des essais qu'on a fait sur la tomate, la laitue, colza, il y a eu piment et d'autres. C'est une version, en fait, où on arrive avec un trolley au niveau de la cellule robotisée. Donc le système vient récupérer les plaque à plaque, ce que vous allez voir. Donc là, l'opératrice charge les boîtes PCR pour le prélèvement. Donc ici, c'est 8 boîtes puisqu'il y a 8 plaques en fait en attente. Elle sélectionne son outil parce qu'il y a plusieurs types d'outils possibles. Par la suite, vous allez voir l'outil de prélèvement et l'outil d'élimination. Donc là, on gère la traçabilité par code barre, par code barre entre autres. Donc il y a une phase de levée. Bon, maintenant ça se lève, c'est un vieux film, ça se lève en même temps. Là on a des systèmes de vision 3D, 2D. On fait de la 3D colorisée, c'est-à-dire on mixe des points en fait dans l'espace et la couleur, qui nous permet en fait de repérer et de différencier les feuilles des cotylédons et de choisir des zones de prélèvement. En l'occurrence, en général, on a un choix entre 1 et une petite dizaine en fait, de zones de prélèvement sur les plantules. On pondère ça et ça nous permet de trouver le meilleur candidat pour le prélèvement. Donc là, le robot est à faible vitesse, mais on vient faire du prélèvement voilà, avec une grande précision au niveau de la plantule. En l'occurrence, là, c'est sur les cotylédons, parce que les feuilles sont extrêmement petites dans ce cas. Vous avez un télécentrique, vous avez eu un gros objectif en fait, sur l'image précédente, ce qui permet en fait, de gérer et de contrôler que la dépose a bien eu lieu. On a un nettoyage pour éviter les contaminations croisées qui sont quasiment inexistantes de toute façon, c'est plutôt du nettoyage mécanique. Tous les 12 prélèvements pour la tomate. Pour la laitue, c'est un petit peu plus fréquent parce qu'il y a pas mal de latex dans la laitue. Et donc, une fois qu'on a rempli la boîte PCR en fait, avec les 96 prélèvements, l'opératrice récupère en fait les données de prélèvement qui dit voilà, j'ai prélevé sur telle et telle plante, sur cotylédon ou feuille, et le sélectionneur derrière fait son extraction d'ADN et en fonction des marqueurs, des caractéristiques qu'il repère, renvoie un fichier où là il a sélectionné, il a mis une information supplémentaire qui est élimination ou pas des plantes. Et donc nous derrière on vient éliminer les plantules dans la plaque, et cette plaque, du moins les plantules restantes, repartent en plein champ pour continuer leur croissance, et là ils font un petit peu de phénotypage sur les plantules. Bon, la partie élimination ne marche bien évidemment que sur des toutes petites plantules, typiquement de tomates ou de laitue. Sur le maïs qui se développe très rapidement, c'est impossible de faire ce type d'élimination. Donc ça c'est un projet qui est donc développé et vendu maintenant avec le groupe Limarin qui a eu du succès technique et commercial à ce jour. Et l'objectif en fait c'est de développer et ce qui est en cours sur les grandes cultures, donc notamment le maïs, puisque c'est là qu'il y a le plus de prélèvements. Le client en question pionnière, mais il y en a d'autres, un type Saint-Jata ou autre, leur objectif c'est d'accroître très sensiblement en fait, le nombre de prélèvements par semaine. Certains veulent monter à 110 000 prélèvements par semaine, donc il est hors de question de faire ça à la main, même si c'est sur des pays d'Amérique du Sud ou ailleurs, à bas coût. Mais d'un point de vue humain et aussi gestion de la traçabilité, puisque là, si la traçabilité n'est pas assurée, on met à plat tout le plan d'expérience. C'est vraiment très important pour eux de robotiser cette tâche-là pour l'avenir et pour l'amélioration en fait, des espèces. Voilà. Ok, merci.